Aujourd'hui, je suis joint par mon ami Thierry Baudouin. Salut Pierre, comment ça va? Ça va très bien. Je suis très content de t'avoir sur le show. Ben, ça me fait plaisir. Je vois qu'on va être en bonne compagnie. Je suis excité de parler avec toi de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Surtout de l'alcool. L'alcool aussi. Voilà, on est en bonne compagnie. C'est bien parti. Toi, là, Thierry, Oui, on va parler de vraies affaires. absolument. Tu as de la famille qui a combattu dans la Deuxième Guerre mondiale. Oui, ben en fait, c'est important de spécifier. Moi, ma famille est belge. Donc, ils se sont battus pour une période de 18 jours parce que, essentiellement, là, je crois que c'est en mai 1940, le 10 mai 1940, que la Blitzkrieg a eu lieu contre la Belgique. Mhm. Et la Belgique n'a pas pu résister, malheureusement. Donc, après 18 jours seulement, ont abdiqué et rendu les armes. Par contre, ma famille, on fait partie de la résistance belge. Moi, je suis très fier d'en parler, honnêtement. oui. Tu sais, j'en parle, puis je me sens comme... Je pourrais pas leur faire honneur de parler de tout ce qu'ils ont fait. On sent là, justement que tu as des saveurs de bombardement aérien dans l'œil gauche Absolument. et des absolument. explosions de train de toutes les saveurs dans l'œil droit. Ah ouais. Tu revisites l'histoire. Puis ça, j'imagine que ta famille t'en a parlé. Là. C'était une époque atroce quand même. Ben, L'incertitude, la violence, la disette, la famine, les destructions. c'est ça, justement. Tu sais, c'est que nous, on regarde souvent comme la guerre d'un aspect hollywoodien. C'est les grosses bombes, les gros combats, le débarquement de la Normandie. La vérité de la guerre, c'est pas ça. Là. La vérité de la guerre, c'est, tu sais, c'est vraiment pas beau à voir. Puis c'est Ouais. de la famine, c'est tu perds des amis, tu perds ta famille, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Il y a des avions qui passent, tu sais pas si c'est un avion de ravitaillement, si c'est un avion allié, si c'est un avion allemand. Donc, c'est le gros stress, en fait, là, qui vient avec ça. Puis je te dirais comme... Pour avoir... c'est quand même drôle parce que j'ai connu mon arrière-grand-mère qui, elle, avait vécu les 2 premières guerres mondiales. Puis elle était très calme dans la vie parce qu'il n'y a rien qui pouvait l'atteindre. Mais ma grand-mère, qui a seulement vécu la 2e guerre mondiale, elle était toujours comme un peu stressée. Elle était toujours sur le nerf. Là. Oui, pour elle, là, les Allemands pouvaient revenir à tout moment. J'étais comme, mamie, t'habites au Québec. Là, les Allemands, On a dit ça encore ici, pendant là. une couple d'années après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Hein, les Allemands, après ça a été les Russes qui s'en viennent. Absolument. Ben, c'est que je pense que, tu sais, si tu regardes un peu le modèle américain qui s'est comme pas mal ancré à partir des années 1940, où est-ce qu'ils sont devenus comme le super pouvoir mondial. Mais je pense que s'il y a une chose qui est claire dans l'histoire, c'est que si on veut être la superpuissance, il nous faut les plus grandes brasseries. Absolument, absolument. Et le plus intéressant avec les brasseries américaines, tu vois comment je nous ai ramené fidèlement sur le sujet. T'es vraiment bon. Je répète sur mes rails. T'es fort, Pas sur mes patins, mais sur mes rails. Donc, c'est ça. Les rails de chemin de fer américaines ont joliment, comme ça, commencé à desservir toute la nation américaine avec de la bière allemande. Les Allemands émigrent massivement aux États-Unis. À peu près 4 à 5 millions d'Allemands en une génération. Ils s'en vont tous dans le coin de Milwaukee. Et comme par hasard, Milwaukee est connu comme étant la capitale de la bière, en tout cas l'ancienne capitale de la bière aux États-Unis. Puis ils amènent leur bière, de la bière allemande, de la lager, une bière claire. Une bière très peintable, souvent sèche. Puis là, ils se mettent à ouvrir des saloons. Ils créent les plus grandes brasseries américaines. Et puis, les plus grandes brasseries américaines commencent à racheter des bars, à racheter des saloons. Et puis là, on voit la consommation d'alcool exploser. En 1838, on a battu des records de consommation d'alcool de toute l'histoire avec quelque chose comme 7 litres de 7 gallons purs d'alcool consommés par tête de pipe. Le monde était malade, allait au travail sous, perdait leur argent dans les saloons et ça fait monter le sentiment anti-allemand. Et comme par hasard, juste avant la Première Guerre mondiale, en 1913, aux États-Unis, on crée la taxe sur le capital, la taxe sur le salaire, pardon. Et ça permet de faire entrer de l'argent qui ne viendrait pas de la vente d'alcool dans les coffres de l'État américain. Donc, tout d'un coup, les gens qui n'aiment pas trop le fait que toute la population américaine est victime des saloons et de leur emprise, ils disent « Ah ben, on va enfin se débarrasser de l'alcool.
on n'a plus besoin de l'argent, des taxes, de l'alcool. Et puis là, c'est un sentiment contre la bière, contre l'alcool, contre les saloons. C'est les sociétés de tempérance. On veut lancer la prohibition. Et qu'est-ce qui va aider de faire tourner tout ça? La Première Guerre mondiale. Parce que durant la Première Guerre mondiale, l'ennemi, c'est l'Allemagne. Or, aux États-Unis, les grandes brasseries ont toutes des noms allemands. Pabst, Coors, Anheuser-Busch. Fait que là, tout d'un coup, boire de la bière devient anti-américain. C'est l'époque où est-ce que, pour l'effort de guerre, on renomme la choucroute le chou de la liberté. Le chou de la liberté, pour vrai? Wow! Où est-ce que tu as trouvé ça? Le chou de la liberté. Un article d'un think tank américain sur le rôle de l'alcool, de l'honneur, de la diplomatie puis de la guerre. Mais tu sais, ça, c'est exactement comme durant la guerre en Irak, où est-ce que les États-Unis ont renommé les French fries par les frites de la liberté. Les frites de la liberté. Liberty! Freedom! Tout est la liberté, eux. Probablement que la statue de la liberté, c'était juste la statue, puis en fait, la statue de la liberté, ils ont décidé... C'est les Français qui ont envoyé la statue. Hein? Peut-être que sur le gros, imagine, tu sais, mettons, la statue de la liberté sur le navire, mais dans une grosse boîte d'emballage, puis il est juste marqué « statue » pour les États-Unis. Puis là, ça rentre au pays, puis le doyen dit non, mais ça peut pas être juste une statue, on va écrire Liberty, on va économiser des taxes. En fait, ils ont essayé de le faire rentrer comme sans rien écrire dessus. Les douanes ne voulaient rien savoir. Ils ont inscrit Liberty, ils n'ont même pas fouillé, ils l'ont bâti. Puis c'est ça le truc, en fait. Si tu veux rentrer quelque chose illégalement aux États-Unis, écris Liberté. Ah, OK. Liberté, ou ça va fonctionner, c'est sûr. Liberté, patriotisme. Patriotisme. Support our troops! Mais non, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis effectivement que les États-Unis ont ce... Puis je pense toute l'Amérique du Nord, parce qu'on n'a pas vraiment la même histoire par rapport à la bière. Tu sais, essentiellement, là, si tu retournes dans un pays comme l'Allemagne ou si tu vas dans un pays comme la France, c'est des pays qui sont établis depuis beaucoup plus longtemps que les États-Unis ou que le Canada. Ils ont des racines un peu plus profondes. Un petit peu, effectivement. Puis... c'est vrai que les gens qui ont immigré ici, au départ, ont comme perdu l'art de brasser. Puis lorsqu'il y a eu des exodes massifs des pays d'Europe, que ce soit de l'Europe de l'Est ou de l'Europe de l'Ouest, qui sont venus s'établir dans les Nouvelles Terres, ils ont amené justement la magie de l'alcool. Puis là, c'est un peu comme... Une fois que tu ouvres la boîte de Pandore, tu peux pas la refermer, tu sais. C'était véritablement magique aussi parce que la bière allemande de l'époque, c'était comme la meilleure au monde. Ouais. Les Bavarois, à partir de 1850, commencent à populariser un style de bière inventé en République tchèque qui n'existe pas encore, ça s'appelle la Bohème. Ça fait partie de l'Empire austro-hongrois. C'est une toute petite ville sans grande prétention qui s'appelle Plzeň. Je sais pas vraiment tu peux pas avoir de prétention quand tu t'appelles. Quand tu peux pas t'appeler, en fait. Surtout pour un Québécois qui a pas vraiment fait l'effort d'apprendre la langue. Mais cette ville-là, en fait, elle avait déjà eu des prétentions. Hein. Au 9e siècle, cette ville-là, c'était comme une des premières villes à avoir des privilèges octroyés par l'évêché pour pouvoir brasser sa propre bière sans payer des taxes. Fait que ça a autorisé des sociétés commerciales pour faire de la bière à une époque où est-ce que c'était assez rare. Fait que, bref, on faisait de la bière depuis bien longtemps à une plus grande échelle qu'ailleurs. Fait que ça fait que cette ville-là, elle avait effectivement un grand historique de brassage, mais rendu au début du 19e siècle, la bière n'était pas bonne, c'était pourri. Il y a une espèce de foule enragée qui a drainé 36 fûts comme ça dans les rues, puis ça a fait un gros scandale. Et puis, une association de gens un peu plus riches, puis de brasseurs qui se sont dit, savez-vous quoi? Let's make beer great again. Let's make Plzeň great again. Hein, dans la pure tradition du MAGA. Puis ils ont commencé à faire de la bière avec des technologies de brassage allemandes, puis des technologies de maltage anglais. Le maltage, c'est quand tu fais un peu chauffer ton grain pour que le sucre puisse être brisé puis consommé par la levure pour qu'elle fasse miam, 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 puis elle va péter de la broue, littéralement, sous forme d'alcool éthylique puis de gaz carbonique. Fait que la bière que les Allemands emportaient aux États-Unis, c'était pas mal plus bon, puis pas mal plus intéressant pour monsieur, madame, tout le monde qui n'avait pas eu d'autres expériences dans la bière. Le seul problème, c'est que c'était tellement peintable, puis qu'il y avait déjà tellement d'autres alcools, puis qu'il y avait déjà tellement de nouvelles industries que là, tout d'un coup, tu avais un nouveau personnage, l'ouvrier. Puis l'ouvrier, il buvait en saperlipopette, puis il allait perdre tout son salaire, puis là, ça a causé la prohibition, ce qui fait que au début de la Première Guerre mondiale, l'Amérique
se revire comme sur un dixaine. Puis là, on met des grosses réductions sur l'alcool, ce qui fait qu'on interdit aux troupes américaines en Europe de boire de l'alcool. C'est non, vous n'aurez pas de ration. Ça, c'est drôle parce que les Britanniques et les Allemands, ils n'ont pas du tout ce problème-là. Là. Non, clairement. Et surtout pas les Français. Ils se formalisent pas pour rien. Écoute, tu dis à un Français que tu n'auras pas le droit de boire du vin 20e siècle. Il sera pas là. Il sera juste pas là. Les Allemands, eux, étaient beaucoup sur les amphétamines, fumer des cigarettes. C'est pour ça qu'ils gagnaient des guerres rapidement. C'est qu'ils attaquaient à 2 h du matin, ils étaient allumés tête, puis les autres ils étaient sous. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur l'abus extensif de drogue dans certaines parties de l'armée nazie, notamment sur les Sturmtruppers, là, les fameux SS. Oui. Dans le fond, il y a comme une corrélation super forte entre ceux qui faisaient le travail le plus merdique, le plus exécrable, puis le moins intéressant du point de vue du salut de ton âme, puis la consommation excessive de drogue. Donc, on a établi, Première Guerre mondiale, t'es un soldat américain, t'as pas le droit. Pas le droit de boire sur la job. Oui. Évidemment, 1000 exceptions sont possibles, puis loin des yeux, loin du cœur, dans le front, jusque dans le coude, dans le nez pour boire. C'était vraiment une belle analogie que j'ai faite. C'était fort, pour vrai, oui. J'ai levé mon coude, j'ai utilisé mon pouce. Tête, épaule, genou, orteil. J'ai mis des mots dans ma bouche qui sont sortis tout croche. T'as mis sujet, verbe, complément. Pour moi, t'as passé ton français. Merci, c'est vraiment... ça me donne des frissons d'espoir. Et c'est ça... Et là, la Deuxième Guerre mondiale arrive et l'alcool est omniprésente. Elle envahit le front de la même façon que l'ennemi. Puis là, ça crée des drôles de problèmes parce qu'il y a la question du rationnement. Il y a aussi des politiciens qui vont dire non, excusez, en ce moment, notre problème, c'est pas les Allemands, c'est la bière, c'est l'alcool. On commence à dire qu'effectivement, le monde abuse, puis tout le monde utilise ça un peu à son avantage. Mais le contexte a changé du côté des États-Unis, où est-ce que la prohibition, ça a mal viré. Parce qu'il y a eu de la corruption, il y a eu du crime, puis finalement, au lieu de contrôler l'alcool à travers des taxes puis des règlements, on décontrôlait l'alcool en le taxant pas puis en le déréglementant, ce qui faisait que tu te retrouvais à New York avec des centaines et des centaines de personnes empoisonnées au méthanol, le marché noir Al Capone. Et puis là, on a mis un frein à ça. Le président Roosevelt, dès qu'il est élu président, il travaillait là-dessus pour enlever l'amendement à la Constitution qui avait criminalisé la vente, le transport puis la manufacture d'alcool. Ouais. Et puis là, en même temps, il y a comme une espèce de clause qui s'est faite avec les grandes brasseries américaines. Il a dit, avec les grandes brasseries américaines, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vous pouvez faire de la bière jusqu'à 3,2 % d'alcool et 15 % de vos inventaires doivent être commis envers l'effort de guerre. Vous devez réserver 15 % de vos inventaires envers les efforts de guerre. Et comme de fait, à peu près 8 ans après la fin de la prohibition américaine, les États-Unis sont en guerre. Et puis là, l'alcool, c'est sérieux. Là, on passe d'un extrême à l'autre. Vous n'avez pas le droit de boire à boire est un droit constitutionnel défendu par un amendement. Et on va aller jusqu'au bout du Pacifique pour vous apporter votre bière, jusqu'à tel point que si on ne peut pas vous apporter votre bière, parce que le Pacifique, on s'entend que les Américains se battent là durant la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est loin comme le Chibougamau, du bout d'un... Aide-moi à finir ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit Chibougamau. Si jamais tu vas jusqu'à Chibougamau, puis tu fais, j'ai comme traversé l'océan Pacifique, dis-toi, il faut que tu le fasses une autre 10 fois, là, puis tu vas être rendu à moitié à peu près de l'océan Pacifique. Là. Merci, on va essayer de prétendre que je savais où je m'en allais avec ça. Et pour aider au problème de ravitaillement, on va faire une drôle d'expérimentation. Pour la première fois dans l'histoire, on va brasser en haute mer. Les Américains vont installer des véritables brasseries flottantes sur des méga giga gros bateaux de guerre. Wow. Et cette bière-là aurait donné des bières correctes, mais pas particulièrement impressionnantes. Des ales noirs. Je ne sais pas exactement ce que c'est censé goûter, mais je peux te dire que rendu au moment où est-ce que tu as fait tous ces efforts-là pour ravitailler en bière des soldats dans le Pacifique qui sont occupés à tapocher l'ennemi qui est japonais à l'époque. Ces gens-là devaient être quand même assez contents de voir débarquer à leurs pieds comme ça. Absolument. Je pense que quand tu es dans une situation comme ça, surtout les gens à Pearl Harbor,
Parce qu'essentiellement, le deuxième théâtre de la Seconde Guerre mondiale, qu'on parle peu ici parce qu'on n'est pas américain, mais que... On est un peu loin de Chibougamau. Voyons, pas de Chibougamau. on est loin de Chibougamau. Si la Seconde Guerre est à Chibougamau, moi, je suis pas au courant. Il y a vraiment... Il y a quelque chose. Il y a un filon ici, là, avec Chibougamau. Là. D'après moi, c'est eux, les vrais... Je vais en parler avec mon thérapeute demain. Tu devrais. Voilà. Mais essentiellement, c'est le deuxième... le deuxième théâtre de la Seconde Guerre mondiale qui s'est passé complètement dans le Pacifique, comme entre deux îles, entre le Japon, Hawaï, c'est 11 ou 12 îles, là, je pense. Mais les héros de notre histoire aujourd'hui, c'est la bière et l'alcool. Comment elle a approuvé les valeureuses troupes un peu partout. Le héros de cette Seconde Guerre mondiale-là, on en parlait un peu tantôt, Winston Churchill, qui, malgré... Moi, Winston Churchill n'est pas une idole ou n'est pas un modèle, mais c'est un homme que je respecte beaucoup parce que c'est un homme qui avait une tête dure, puis il était détesté de la classe politique. De la classe politique anglaise, bien sûr, mais c'était le seul qui avait les corones. Les corones. Il y avait les corones. OK. Il y avait les corones d'aller contre... C'est pour ça qu'on le comparait toujours à un bulldog. Et puis, Winston Churchill s'est démarqué grâce à son éminent support pour la Société des brasseurs et des distilleries. Oui. Lui, il parlait de son principe de vie comme étant « j'ai pour principe de vie de consommer une grande quantité de cigares et surtout de boire constamment avant, pendant et entre les repas. » Évidemment, on lui a demandé... s'il était prêt à encourager l'interdiction sur la bière, ne serait-ce que pour avoir plus de blé, puis dans le fond, de pain dans les ventres, il a dit non, absolument pas. Il était complètement contre ça. Les Britanniques y ont pensé. Tout le monde se demandait, puisqu'il manquait de tout, est-ce qu'on va plus réserver du grain au pain? Puis étonnamment, pas mal tout le monde était contre le rationnement. Même que sur un bateau anglais, c'était vraiment... une question stratégique, une grande question militaire, parce que tu avais peur de la mutinerie. Puis ça, d'une mutinerie. Et puis ça remonte au tout début de l'ère moderne, où est-ce que la marine britannique, comme toutes les marines, passe de marine régionale à des marines internationales. Tu passes de quelques semaines en mer à plusieurs mois en mer. Et là, avec ça, il y a aussi une transition dans l'alcool que tu mets dans tes barils parce que tu peux pas juste avoir de l'eau. Elle va surir très rapidement. Ça va devenir un piège de bactéries. Ça va donner le choléra à tout le monde. J'exagère juste un peu. Et tu peux pas transporter du pain de la même façon que tu peux transporter de la bière. Tu peux pas transporter... Puis la bière, tu sais, puis là, je vais faire un parallèle qui a vraiment aucun rapport, mais au Mexique, il y a une tribu ils sont considérés comme les meilleurs coureurs au monde. Ils peuvent courir pendant des jours et des jours et des jours. Et leur truc à eux, c'est de boire une bière qui est haute en calories, mais qui n'a presque pas d'alcool dedans. Là. On parle de même pas 2% d'alcool. Le rituel, c'est ils vont boire à se saouler, puis le lendemain, la course commence. Puis là, avec cette énergie-là, ils peuvent courir pendant plus que des kilomètres, tu sais, des centaines de kilomètres à la fois. Puis ils courent là, avec des sandales ou nu-pieds, là, ces gens-là. Là. C'est pas ils courent mieux que les athlètes professionnels, mais ils n'ont aucunement le training. Et tout vient de la bière. Parce que la bière, tu peux tout avoir dedans. Tu sais, c'est sûr que si tu montes l'alcool trop haut, l'alcool, c'est un poison, officiellement. Mais la bière, puis là, on boit une bière sans alcool, je nous ai stoulés, je voulais pas... Non, c'est correct. Moi, j'allais le dire à un moment donné dans ce show-ci. Mais il y a beaucoup de bienfaits à boire parce que c'est des carbohydrates qui sont liquides, donc sont facilement absorbables par le corps. Puis quand tu es dans une situation de guerre, les calories que tu prends sont comme c'est comme donné par Dieu là, tout est comme mieux que rien parce qu'il manque de tout, donc ça te nourrit. Puis c'est vrai que la bière, surtout la bière historique, là, la bière pré-moderne, est une source de calories assez importante, touchant parfois différemment du métier ou de l'endroit en Europe, parce que c'est là qu'on a les meilleures estimations. Ça pouvait donner à peu près 40% de toutes tes sources de calories. Et même d'eau. Puis là, on dit 40%. C'est pour ça que je veux retourner à mon histoire de la marine britannique. Mais c'est pour ça, puis je vais te laisser, là, excuse-moi, je veux pas t'arrêter, mais c'est pour ça justement que un gars comme Winston Churchill était aussi intelligent, c'est parce qu'il parlait premièrement au peuple en allant chercher le désir un peu animal d'avoir sa bière, mais aussi il y avait le côté stratégique derrière qui était, oui, pour la mutinerie et tout, mais il disait, hey, moi, si j'ai 400 personnes sur mon bateau, là, je peux pas amener 400 pains pour plusieurs jours, là, il va falloir que je trouve une façon de les nourrir, de les subvenir.
puis de les garder contents. T'sais. Donc, essentiellement, sur ce filon-là, je te laisse continuer. Là. Ben justement, il fallait abreuver ces gens-là en plus de les nourrir. Mais le plus difficile, le défi logistique le plus important côté ravitaillement, c'était le côté liquide. Il fallait hydrater le monde. Or, l'eau, ça allait surir. Fait qu'au début, au début des grandes explorations, on en était encore en bière plus haute en alcool qui allait se conserver un peu plus rapidement. Puis là, à un moment donné, on découvre, ou plutôt on démocratise les spiritueux puis les liqueurs. Puis la marine britannique va institutionnaliser ça comme ça se peut pas. Pense au meilleur exemple d'institutionnaliser quelque chose puis d'en faire un rite de Les passage. Anglais? Les T'es-tu en train Anglais. de me dire que les Anglais ont Non, je te crois. Non, Écoute, voyons. pour aussi étonnant que ça puisse paraître, les Anglais en ont fait un culte, une religion, à tel point que l'amirauté avait plus peur, des fois, de manquer de rhum que de confronter un ennemi avec insuffisamment de bateaux, parce que quand venait le temps de servir le rhum, c'était le moment le plus important de la semaine pour des marins en mer qui n'avaient pas vu le jour sur Terre depuis des semaines et des semaines. Ces gens-là, là, il y avait du désespoir dans l'œil gauche, puis un espoir un peu pyromane dans l'œil droit, si tu vois ce que je veux dire. Fait ils amenaient leur chaudière, là, puis ils s'en allaient voir le gars qui leur donnait l'alcool, puis ils se regardaient les uns les autres, là, touche pas à mon bucket, toi, parce que tu vas te manger un coup de bucket. Et puis là, ils se faisaient donner un bucket au complet. C'était pour toute la semaine. Wow. Ou des fois, c'était pour une journée, mais ils se faisaient donner une ration. Puis, c'était vraiment important. Et puis, il y avait des rites de passage autour de ça. On pouvait s'échanger ça comme monnaie d'échange. Il y avait d'énormes problèmes d'ébriété aussi qui étaient causés par ça. Parce que si tu donnes toute une ration à quelqu'un, ben si c'est sa seule source de divertissement, il y a des grandes chances qu'il se la coule douce d'un coup. Ben oui. Puis qu'après ça, il y ait beaucoup de regrets. Puis qu'il soit complètement inepte sur le plancher à vomir sa vie pendant 8 heures. Ce qui fait que avec chaque année, chaque progrès, chaque problème, la marine britannique instituait des nouveaux codes pour mieux réglementer ça, mais ça restait une pratique absolument vitale pour le moral des troupes. En plus, c'était un peu une source de calories, mais il ne faut pas trop exagérer là-dessus parce que ça reste des calories vides. Fait que, Deuxième Guerre mondiale, là, les Britanniques ont un problème parce que les sous-marins allemands sont bons. Oui. Ils sont très, très, très bons. Oui. Puis des fois, les sous-marins allemands sont capables d'empêcher le ravitaillement de se rendre dans les points principaux qui ne sont pas juste en Europe. Hein. On se bat en Afrique du Nord, on se bat au Moyen-Orient, on se bat à Chibougamau, qui, comme on l'a vu, veut dire essentiellement l'archipel du Japon. On va un jour expliquer pourquoi les deux sont connectés, mais pour l'instant, on l'ignore. C'est pour ça que le podcast continue. Et puis, c'est ça. Donc, il est en train... Imagine, l'amirauté britannique est en train de se consulter sur des questions stratégiques, puis ils réalisent que leurs troupes, leurs marins, leur marine va manquer de rhum. Puis là, ils regardent combien de sous-marins ennemis, est-ce que ça vaut la peine, considérant tous les dommages. Puis ils finissent par dire, oui, ça vaut la peine d'envoyer notre homme là-bas, parce que sinon, on va peut-être manquer de soldats, il va peut-être se rebeller. On avait vraiment peur. Mais écoute, c'est ce qui va arriver, tu sais, que ce soit sur un bateau ou dans les tranchées, le moral est bas. Mm-hmm. Il y a... tu pourrais prendre là, le soldat le plus dévoué à une cause, puis tu le laisses dans des tranchées pendant quelques mois, là, sans ravitaillement, sans personne qui vient... Ouais. Il peut retourner sa veste à n'importe quel moment, même s'il était super dévoué. Ouais. Si la promesse du gouvernement, en tant que telle, c'est on va vous ravitailler en alcool. Attends, on est dans la Deuxième Guerre mondiale, il faut qu'on dise la patrie. La patrie, oui. Si la promesse de la patrie insère ta phrase. La promesse de la patrie était de vous donner de l'alcool, ben il faut que l'alcool se rende à bon port. Boire pour la patrie! Boire pour la patrie. Mais sais-tu quoi, tu serais surpris, les Allemands, le régime nazi durant la Guerre mondiale avait une attitude par rapport à l'alcool qui serait complètement choquante. Je veux dire, tu t'attendrais pas à ça. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les nazis, c'était pas un gros party de beuverie, là. Hitler lui-même était pas un grand buveur. Goebbels, son ministre de la propagande, était un gros buveur, puis il levait le coude bien souvent. Il s'en mettait en masse dans le nez. Et puis Goering aussi, qui était un peu comme son ministre de la guerre. Là. Je sais pas, je me rappelle pas exactement son rôle, mais grosso modo, dès l'occupation de la France, Hitler aurait lancé un communiqué disant
qui était bien déçu que les troupes n'arrêtent pas de se pacter la face avec le vin de champagne. Fait qu'il a dit qu'il vous devez vous attendre à des conséquences sévères. Donc, il était très sévère sur l'alcool. L'ébriété, c'était criminalisé. Et les gens qui étaient ivrognes faisaient partie des prisonniers qui étaient envoyés dans les camps. Ils étaient dans leur catégorie à part. En fait, Hitler a ordonné la stérilisation de gens qui étaient considérés comme étant des alcooliques. Oui. Puis là, évidemment, la question qui se pose, c'est OK, comment tu fais pour déterminer politiquement que quelqu'un est alcoolique? C'était le même genre de crime contre l'humanité que dans d'autres catégories. Je veux dire, y aller jusqu'à... Quand Göring, qui est le chef de la Luftwaffe, là, qui était en fait le chef de l'aviation allemande, qui est toujours sous, là, essentiellement. Puis t'as Hitler qui est, avant de devenir chancelier et tout, il y a eu une réalisation. Il s'est rendu compte qu'il était addicté à la cigarette. Et ça découle un peu il est tellement centré sur les gens doivent faire comme moi. Puis quand il voyait genre les troupes justement se saouler puis avoir du plaisir, quand lui était toujours comme il faut que tout soit fait à la lettre. Effectivement que c'est venu le fâcher, mais c'est très hypocrite d'un homme qui recevait des injections c'était de l'héroïne, de la cocaïne, puis je pense de la meth à tous les matins parce que son corps, il tenait plus. Okay? Il souffrait d'à peu près 3-4 maladies importantes. Il y avait des breakdowns nerveux assez souvent. On lui shootait aussi de la testostérone prise directement dans les couilles de bœuf. Oui. Puis tu sais, t'as un homme comme ça, de la testostérone dans les couilles de bœuf. Non, mais je l'invente pas. Là. Non, je sais. Il se faisait shooter de la cocaïne dans le sang assez sérieusement. Là. À tous les jours. Je pense que vers la fin, il était plus du tout présent. Tu sais, imagine être drogué, mais comme poussé de à peu près 37 à 45. C'est à peu près en 37 que, comme, tu sais, il était chancelier depuis 33. À peu près en 37, il commence à avoir des problèmes qui sont reliés, tu sais, des petits problèmes de santé. C'est vraiment un homme qui a passé de parler aux gens à être renfermé sur lui-même, puis la drogue, essentiellement, l'a complètement... tu sais, à la fin, c'était sûrement un coco vide. Là, il s'est zigouillé de l'intérieur. Ouais. Mais avec l'aide de ses pushers. Et puis, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que son médecin personnel, le gars qui improvisait des cocktails Molotov de 3-4 substances psychédéliques à chaque jour, selon son humeur du jour. En même temps, il avait ouvert sa compagnie, puis lui-même, il utilisait les produits qu'il avait testés avec Hitler pour les vendre au grand public. Mais si c'est bon pour le fourreur, c'est bon pour tout le monde. Ah oui, ça fait de fureur après. C'est ça fait de fureur. Et avec tout ça, on s'est retrouvé dans une drôle de situation. Est-ce que aux États-Unis, les grandes brasseries allemandes encourage l'effort de guerre américain avec de la bière qui est faite pour les troupes, qui est livrée directement aux troupes à 3,2% sous contrat exclusif. Juste après le débarquement de Normandie, il y a des avions avec des barils attachés à leurs ailes qui atterrissent pour nourrir tout ce beau monde-là. C'est des litres, c'est des déluges, c'est des grandes quantités. Mais on n'a pas parlé de la France. La France, c'est pas un pays de bière. Or, la consommation de bière était en train d'augmenter en début de siècle, ne serait-ce que parce qu'il y avait plus de brasseries. Et dans le fond, c'est pas mal la seule raison, parce que les gens sont encore très attachés au vin. Mais le vin reste quand même plus cher que la bière. Donc, il y a plus de personnes qui peuvent se permettre de la bière. Donc, il y a beaucoup de brasseries. Mais juste pour te donner une idée, dès les débuts de la guerre avec l'Allemagne à la Deuxième Guerre mondiale, on va... mobiliser 3500 trucks pour aller desservir l'équivalent de 2 millions de bouteilles de vin par jour aux soldats français. Wow. C'est un chiffre cataclysmique. Surtout, considérant que c'est pas si facile à produire que ça, là, des bouteilles de vin comme ça. Et puis, donc, il s'est jamais posé la question d'avoir une prohibition ou un interdit sur le vin en France. Mais le vin est rentré dans la guerre avec l'Allemagne d'une autre façon. C'est que la France est occupée, sauf une certaine partie qui est sous le maréchal Pétain. Oui. Le maréchal Pétain... le maréchal Pétain, en fait, c'est lui qui a abdiqué. Là. C'est lui que lorsque la France s'est fait attaquer, alors que puis là, je vais juste faire un petit parallèle, là, la France aurait complètement pu
arrêter l'Allemagne dans ses tracks, là, avec le Charles de Gaulle qui était très connaissant de l'armée française et de la capacité de l'armée française avec leurs chars, parce qu'il était très fort sur terre, l'armée française. Il y avait beaucoup de chars d'assaut, il y avait une très grande armée. Ils auraient pu contre-attaquer. Mais Maréchal Pétain, qui était 84 ans, je pense qu'il... Don't quote me on this, mais il me semble qu'il avait il était assez âgé, là. 84 ou 88 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait être maréchal? Aucune idée. Les Français étaient sous, il n'y en avait rien à battre. J'imagine il était en train de boire leurs 2 millions de litres de vin. C'est le respect pour l'âge, là. C'était très aristocrate, les rangs des officiers. Et Maréchal Pétain, qui ne connaissait rien à la Nouvelle Guerre, voit ces chars d'assaut-là arriver. Il capote, il abdique, il va signer le traité de Versailles. Pétain capote. Il va signer le traité de Versailles, puis il abdique la France de Vichy. Comme sous la France de Vichy, il y avait beaucoup de gens qui étaient très d'accord avec l'occupation nazie, qui étaient... Tu sais, il y a même... Oui, pour certains, c'était comme le retour à la vraie France. Le retour à la France qu'on voulait, une France plus conservatrice. Exactement. Aussi, le retour du contrôle religieux. Et, étonnamment, la prohibition. Ça n'a pas passé, mais Pétain a blâmé le vin. Oui. Il a dit que les Français étaient un peu trop anesthésiés par le confort du vin. Et puis, il a voulu interdire le vin, mais ça n'a pas marché. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est d'interdire la vente de vin à des gens de moins de 14 ans. Puis encore là, ça faisait scandale. Mais bon, il y avait des scandales pires que ça à l'époque. Et ce qui se passe, c'est qu'en dehors du régime de Vichy, sous la France libre. Ben, tu vois, il s'est passé quelque chose d'intéressant dans l'effort de guerre dans la région des grands vignobles français. En fait, dans la région de Champagne. Je dis les grands vignobles, mais en réalité, la plupart des régions de France font du bon vin. Ouais. Et puis la région de Champagne était évidemment considérée comme étant une zone stratégique pour l'Allemagne nazie à cause des vins de Champagne. Et c'était aussi à cause de l'importance que plaçaient les dirigeants nazis sur le Champagne que c'est devenu une zone d'influence assez importante pour les intrigues puis l'effort de la résistance, parce que le champagne puis le vin, ça faisait la fierté nationale. Ça a servi de drapeau de ralliement, n'en déplaise à Pétain. Ce qui est arrivé, c'est que les officiers allemands, ils s'en permettaient, ils se pétaient les bretelles, puis ils faisaient des grosses demandes, des demandes impossibles d'ailleurs. Le gars qui était en charge de la livraison de champagne, pour lequel il payait des peanuts d'ailleurs parce que c'était les nazis, c'était un gars qui venait, en fait, de Champagne, mais un Allemand qui était d'origine de Champagne. Dans ce temps-là, c'était normal. Et puis, on pensait au début qu'on allait bien s'entendre avec lui. « Ah, c'est un gars qui connaît le vin, il vient d'ici, ça va bien aller. » Non. Il demandait des cargaisons à des prix ridiculement bas, mais surtout, des fois, il ne payait pas parce qu'il n'en avait pas besoin, mais surtout, c'est la quantité qui n'avait pas d'allure. Il demandait quelque chose comme 400 000 bouteilles par semaine. Ça avait juste aucun bon sens. Puis là, on s'est rendu compte que chaque fois qu'on faisait une grosse demande qui n'avait pas d'allure, il y avait une grande offensive qui était planifiée la semaine d'après. Fait que le monde dans les vignobles, il parlait au monde de la résistance, puis le monde de la résistance parlait à De Gaulle. Puis c'est comme ça qu'à force de petites indiscrétions, à force de prendre un verre de trop, de fraterniser avec l'ennemi autour d'une bonne bouteille spéciale qui date de 1901, quand tout allait bien, en tout cas selon ce que dit Pétain, eh bien, c'est comme ça qu'on a appris les progrès militaires et l'avancée fulgurante de Rommel, le grand général allemand qui était connu comme étant le renard du désert, qui était un grand stratège. On a réussi à déduire par l'importation, ou plutôt par le vol scandaleux de vin de Champagne, où allait se situer Rommel. Et je dis pas que ça a été vraiment un lien de cause à effet, mais ça a beaucoup contribué à aider les Alliés à situer, à localiser, puis à éventuellement vaincre le fameux renard du désert. Ça, c'est la diplomatie du Champagne, mon ami. Et puis, parce que je suis très au fait qu'effectivement, Rommel était probablement le meilleur stratège de l'Allemagne, qui n'était pas un nazi. Rommel était déjà un général. Il faut faire la distinction quand même entre l'armée et le parti. Absolument. Il était déjà un général pour l'armée allemande avant
avant le nazisme, a resté en place parce que c'était un génie militaire. Là. Je sais pas si tu connais l'histoire où est-ce qu'il est arrivé dans une ville, puis là, je me rappelle pas du nom de la ville, donc je veux pas... mais il arrive dans une ville, il se rend compte que les Alliés... C'était Chibougamau, ça Je le savais! C'était Chibougamau. Et puis, il se rend compte que les Alliés sont 10 pour 1. Là. Il peut pas gagner, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer ses tanks, les mêmes tanks, sur les mêmes rues, en carré comme ça, devant la mairie, disons, pour faire paniquer les généraux alliés qui voient comme des tanks à n'en plus finir, parce que les tanks ils font juste passer sur le même carré, mais c'est à l'infini, fait qu'ils abdiquent avant même de se battre. Et c'est comme ça que Rommel a gagné une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, c'est en utilisant de la stratégie comme ça. Puis Rommel était un grand fan je sais pas, il utilisait beaucoup, en fait, l'art de la guerre, où est-ce que... Lao Tzu? Lao Tzu, exactement. Ouais. Toujours apparaître fort lorsqu'on est faible, toujours apparaître faible lorsqu'on est fort. C'est comme ça qu'il a gagné des grandes batailles en Afrique du Nord, mais surtout en Europe. Lorsqu'il a conquis cette ville-là, puis là, ça me titille de pas trouver le nom, mais lorsqu'il a conquis cette ville-là, c'était carrément du 10 pour 1. Il y avait 10 alliés pour un nazi. Wow. Puis ils ont réussi à C'est prendre impressionnant quand même. C'est du culot aussi. C'est là. du culot. Mais en même temps, c'est Rommel. Fait que les alliés voient Rommel, voient l'armée de Rommel. L'homme, la légende. Exactement. La légende, ça précédait l'homme. Tu sais, fait que c'est un peu... moi, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi. Là. Les nazis ont tellement été chanceux dans la guerre. Chanceux. Il aurait dû perdre dans les premiers mois. Hitler faisait des choix stratégiques qui n'étaient pas du tout stratégiques puis qui étaient extrêmement médiocres. Là. Mais c'est quoi la grande leçon ici? C'est que quand tu fais une guerre mondiale, il faut que tu abreuves tes troupes. Puis si tu veux gagner contre 10 fois la taille de tes troupes, il faut que tu aies lu Lao Tzu. Lao Tzu, l'art de la guerre de Lao Tzu. Ça, je pense que c'est ça la grande leçon là, dans cet épisode-ci. Absolument. Ben, je pense que la grande leçon, premièrement, puis là, je regarde les gens à la maison, le fascisme, c'est non. Première chose. Deuxièmement, la prohibition, c'est non. Puis troisièmement, puis ça, je veux vraiment mettre ça au clair avec tout le monde. Aujourd'hui, on boit de la bière sans alcool, mais elle a quand même été donnée par notre sponsor qui est le dépanneur Rapido. Dépanneur Rapido, un grand merci. Et puis, il fallait que je mette ça au clair avec les gens. Le dépanneur Rapido... Ouais, ça, c'est la grande leçon, je pense, de l'épisode. Il donne dépanneur Rapido qui se trouve... À Gatineau, à Elmer. À Gatineau, à Elmer. C'est des gens de bien. Ils ont une belle sélection de bières de microbrasserie, y compris une bonne sélection de bières sans alcool, qui d'ailleurs devient de plus en plus bon. Le temps d'une bière, c'est le temps qu'on prend pour parler du temps à travers la bière et de la bière à travers le temps. Et on voit que autant on emporte le vent, hein, on parle d'une alliance entre l'Atlantique, l'Europe, les États-Unis, le Canada et bien des partenaires à une époque où est-ce que les leçons de la guerre, de la première et de la deuxième sont encore tout à fait applicables aujourd'hui. Les tensions d'antan sont jamais complètement oubliées, mais en même temps, pour le temps d'une bière, on revisite, on apprend et on redécouvre. Encore une fois, j'étais avec Thierry Beaudoin. Thierry, est-ce qu'on va pouvoir te voir en show dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ça ressemble à quoi? Ben, le plus gros spectacle qui s'en vient dans le prochain... puis là, tu me prends un peu de cours, mais dans les prochains jours, je m'en vais au festival de Woodstock en Beauce. Woodstock en Beauce. Donc, j'irai pas parler de la Seconde Guerre mondiale, c'est certain. Mais tu vas leur parler de l'importance de Chibougamau. Je vais leur parler de l'importance de la bière. Je pense que là-dessus, on va vraiment s'entendre, les gens de Woodstock puis moi. Sinon, au Cabaret M, nous recevons Derek Frenette le 29 septembre, qui vient faire son one-man show. Je vais assurer sa première partie, l'animation. Super. Et puis, pour le reste, vous pouvez me suivre, Thierry Beaudoin sur Instagram, Thierry Beaudoin sur Facebook. Je suis pas très bon avec les réseaux sociaux, mais je suis très bon sur scène, par exemple. Oh, ça, c'est bon. C'était smooth. C'était smooth. Smooth comme un bon vin de 1802. Absolument. Donc, c'est ça. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous, écrivez-nous, posez-nous des questions, soyez interactifs. On a un site Internet dans lequel on détaille les choses dont on parle et on va un petit peu plus en profondeur. Vous pouvez nous trouver sur letempsdebière.ca, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux. On est aussi sur Google, Podcast et Spotify, et ainsi qu'une variété d'autres dont j'ai oublié le nom parce que ça fait trop longtemps qu'on est là. Et merci de nous suivre. Salut!